Un jour, il y a bien longtemps, en Méditerranée, des hommes sont entrés dans une grotte. Ils ont peint leur vie sur les murs. Les animaux qu'ils chassaient, ce monde naturel qui était toute leur vie. Puis ils ont laissé leurs empreintes. Et ils sont partis. C'était il y a 27 000 ans. Cette grotte est la grotte Cosquer, dans les calanques de Marseille, en France. Ce sanctuaire unique au monde est désormais inaccessible. La grotte a été engloutie par la mer. Cette mer, c'est la Méditerranée. C'est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est la mer qui a vu grandir les civilisations humaines. Avec elle, l'homme a parcouru un chemin immense. Il a découvert l'agriculture, il a inventé le commerce, la géométrie, l'écriture. En Méditerranée, l'homme a fondé de vastes empires, imaginé des cités immenses. Il a fait de cette région la terre des premières démocraties et des philosophes. La terre des religions du livre, le judaïsme, la chrétienté et l'islam, qui sont depuis devenues les religions officielles de la moitié de l'humanité. Enfin, la Méditerranée aujourd'hui, c'est 427 millions d'habitants et 24 pays. Et pourtant aujourd'hui, on ne voit plus cette Méditerranée. On ne voit que ces guerres fratricides, ces tensions entre pays riverains. On ne parle que de ces conflits religieux, de ces crises économiques, de ces fractures. Aurait-on oublié l'héritage universel de la Méditerranée? Et plus encore, aurait-on oublié combien cette région reste liée à notre propre histoire? Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir les enfants jouer dans les quartiers palestiniens de Beyrouth et comprendre que malgré les différences, ici, on a appris à vivre en communauté. Voir les troupeaux dans les plaines d'Algérie pour comprendre ce que change le climat et ce que changera ce même climat demain sur le reste de la planète. Voir Venise et voir aujourd'hui comment on regarde Venise pour se dire que peut-être on se trompe dans cette course à la démesure. En un mot, prendre de la hauteur pour voir la Méditerranée autrement. Voici le récit de ce voyage inédit. Un voyage à la rencontre d'une mer au destin unique. Cette Mare Nostrum, notre mer à tous, qu'on appelle la Méditerranée. Au commencement, il y avait une mer, la Méditerranée. Littéralement, son nom signifie « la mer au milieu des terres ». Elle était née d'un choc entre 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'était il y a 20 millions d'années. La terre s'est plissée comme un accordéon. Elle a emprisonné cette étendue d'eau salée. Il est resté de cet affrontement titanesque des montagnes acérées, comme les Alpes, ou des sommets érodés, comme les Pyrénées. Chaînes de l'Atlas au Maroc et en Algérie, Pyrénées d'Espagne, Alpes de France et d'Italie, mais aussi Pinde en Grèce, Taurus en Turquie et Mont-Liban. La Méditerranée est encerclée par les montagnes, comme une sorte de berceau naturel. Mais par endroits, il n'y a pas de montagne. Le berceau est ouvert, comme ici, entre la Libye et l'Égypte.
C'est par ce passage que les premiers humains sont arrivés en Méditerranée. Et c'est ici que commence notre voyage. La région est aride. C'est le désert de Libye. Il fait partie du Sahara. Seul un cortège d'arbres résiste à la sécheresse, semblable à une armée en déroute. Il marque la piste de l'eau, cachée sous la surface brûlante. Les seuls à s'aventurer dans cette région sont les Touaregs. Ils sont Toubou au Tchad ou Tamatchek en Mauritanie. Ils commercent encore le sel et le blé à travers la plus grande zone aride de la planète. Ces hommes font partie des tribus berbères. Ils sont descendants des premiers hommes de Méditerranée. Ils marchent dans les pas d'une histoire commencée il y a des milliers d'années, celle des premiers humains du grand Rif africain. Ils étaient entrés en Méditerranée à cet endroit précis, entre la Libye et l'actuelle Égypte. Et depuis, quel chemin parcouru? Parce qu'aujourd'hui, la Méditerranée, c'est plutôt ça. Au nord du désert, le Caire, capitale de l'Égypte, est une mégapole de 16 millions d'habitants. Le Caire est la plus grande ville de Méditerranée. La ville est soumise à un exode rural important. Le Caire compte 100 000 habitants de plus chaque année. Son quartier le plus ancien est celui des Coptes, les chrétiens d'Égypte. Mais le Caire est aussi une capitale arabe et musulmane. Et c'est ici que se trouve l'une des plus anciennes universités encore actives au monde, l'université Al-Azhar, qui enseigne le droit, la théologie, la science et la sagesse. On a dit du Caire qu'elle était la fourmilière de l'espèce humaine. Pourtant, ce ne sont pas les hommes qui ont décidé de l'existence de cette ville. C'est un fleuve qu'on appelle le Nil. Le Nil est le plus grand fleuve d'Afrique. Ses eaux coulent du plus profond du continent noir. Le Caire, comme l'Égypte, doivent tout à ce fleuve, à la fois source de vie et de civilisation. Les premiers hommes étaient nomades, ils vivaient de cueillettes. Les roseaux, les graines sauvages de ce delta du Nil ont changé leur vie. Et ils se sont installés sur ces rives généreuses. C'était il y a plus de 6000 ans. Aujourd'hui encore, 90% de la population d'Égypte vit à proximité de ce fleuve.
L'eau est partout parce que ce Nil est capricieux et déborde sans cesse. À chaque décrue, il dépose un limon noir et fertile qui a donné à l'Égypte son nom antique, celui de Kémet, la terre noire. Ce fleuve et ce limon sont à l'origine de l'agriculture. C'était au début de l'Égypte antique. Cette agriculture a commencé par la domestication des plantes sauvages du Nil, comme l'orge, la lentille, le lin et le pois. Puis elle s'est développée jusqu'à devenir l'agriculture moderne, qui nourrit aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Et tout avait commencé ici, en Méditerranée. Le couloir du Nil est la seule zone agricole dont dispose l'Égypte. La place au sol est comptée, ce qui oblige à stocker le fourrage jusque sur les terrasses des maisons. Ces paysans sont les héritiers d'un savoir rural devenu très précis au fil du temps. Le calcul mathématique a été inventé pour estimer les récoltes, et l'écriture servait à établir des inventaires pour l'agriculture. Avec cette expérience, l'homme a commencé une irrésistible ascension. De ce culte des puissances naturelles est né le pouvoir des pharaons. Il a uni les populations d'Égypte autour d'une même peur divine. Au sud du Caire, à Gizeh, les Égyptiens antiques ont édifié des pyramides. Ces tombeaux monumentaux avaient une forme d'escalier afin de permettre aux rois défunts de siéger entre le fleuve et le soleil. Il subsiste aujourd'hui 80 de ces pyramides, toutes érigées en moins de 1000 ans sur la rive gauche du Nil. Elles sont si grandes qu'on les voit depuis l'espace. C'est l'empreinte de la première civilisation de Méditerranée. Pourtant, le véritable héritage de cette région n'est pas dans ces monuments, mais dans un minuscule grain, le grain de blé. Les céréales d'Égypte ont fait de la rive sud de la Méditerranée un grenier à blé. On le cultive en Tunisie, en Algérie, au Maroc, comme ici, autour de Rabat. L'homme se transmet comme un héritage précieux les gestes et la culture de ce blé qui lui a permis de ne plus avoir faim. أترى باللي غماك يغمني حتى أنا الله
L'agriculture, née de ce fleuve d'Égypte, a dépassé les frontières de la Méditerranée. Dans le monde entier, on produit plus de 600 millions de tonnes de blé chaque année. La culture de la terre, c'est avant tout l'amour des plaines ou des courbes généreuses de la Tunisie, dans la région de Siliana. Ces champs portent la main de l'homme à perte de vue. Le blé qui ondule est au final la vraie signature d'une civilisation. Rive du Maghreb, plaine d'Europe du Sud ou plateau de Turquie, la Méditerranée tout entière est une terre agricole. Dès l'Antiquité, le blé fait bien plus que nourrir les hommes. Il apporte la richesse. Et ce blé a fait naître le commerce, inventé au Liban dès la période antique. Le Liban, c'est d'abord une montagne, le mont Liban, qui culmine à plus de 3000 mètres. Les neiges y sont éternelles. Le nom même de Liban signifie « blanc », en référence à ce manteau neigeux. Hormis la plaine de la Bekaa, ce pays ne dispose pas de vastes terres agricoles. Alors le Liban a misé sur son atout géographique, être la croisée des routes entre l'Orient et la Méditerranée. C'est ici que les peuples et les marchandises de Perse se sont mélangés avec ceux de la Méditerranée. Beyrouth, actuelle capitale du Liban, est une véritable ville-État. La ville est en expansion. Elle compte 4 millions d'habitants, la quasi-totalité de la population libanaise. Tous les peuples d'Orient et de Méditerranée se croisent dans cette ville, faisant de Beyrouth une tour de Babel moderne. Toutes les populations et toutes les confessions. Le Liban compte officiellement 17 communautés, en majorité des chrétiens maronites et des musulmans chiites. Le Liban est une terre d'accueil pour ses voisins syriens et palestiniens. Les Syriens fuient la guerre, les Palestiniens sont en exil. Avec le temps, le provisoire est devenu permanent. Les camps de réfugiés se sont transformés en véritables quartiers. Aujourd'hui, les réfugiés sont plus d'1 million au Liban, soit le quart de la population. Beyrouth, ouverte à tous les hommes, de toutes les religions, est une ville meurtrie. De 1975 à 1990, les phalanges chrétiennes et les milices musulmanes se sont affrontées autour de la question palestinienne. Puis l'irruption des armées israéliennes et syriennes dans le conflit a plongé le Liban dans la guerre. Les immeubles servaient de position stratégique. On se battait dans les étages à l'image de cette tour aveugle, inachevée, la tour mûre,
que l'on appelait Sniper Building. Depuis, le pays se reconstruit à marche forcée. Le Liban tire sa force de 4 millions de Libanais qui vivent à l'étranger et d'un métier qui a fait sa fortune depuis toujours, le commerce. Tout se vend et s'achète à Beyrouth. Ce commerce international est né ici, il y a plus de 6000 ans. Ce qui a fait la différence n'est cette fois pas un fleuve, mais une immensité d'eau, la Méditerranée. C'est ici que les premiers marchands ont appris à naviguer en mer. Le Liban s'appelait alors la Phénicie. Qui se souvient encore du courage de ces premiers navigateurs, chargés d'épices, de tissus ou d'huile? Byblos est l'un des plus vieux ports de commerce au monde, fondé dès moins 5000. Aujourd'hui, il disparaît sous les digues de la station balnéaire de Jbel. Ce port antique a été le premier des comptoirs de Méditerranée. Bientôt, les hommes seraient unis par la mer. Les navires des Phéniciens étaient réputés. Leur coque était faite d'un bois très solide et imputrescible qui n'existe nulle part ailleurs, le cèdre. De nos jours, les cèdres sont rares et l'espèce est protégée. Pour voir les derniers, il faut monter dans les hauteurs du mont Liban, dans la région de Pshareh. Certains de ces géants ont plus de 2000 ans d'âge. Ils sont les derniers témoins de la forêt dense qui couvrait le Liban. La destinée de l'homme est liée à ces arbres. Ils l'ont emmené à la découverte d'un nouveau monde, la mer Méditerranée. Jamais les hommes n'auraient pu aller aussi loin par voie de terre. La mer a permis l'expansion des premières civilisations d'Orient à toute la Méditerranée. Les Phéniciens se sont installés à Chypre, puis en Crète et sur la côte orientale de la Grèce. Ils ont longé les côtes de Libye et poussé vers le Maghreb. Leur plus grand comptoir sera finalement Carthage, à l'emplacement de l'actuelle ville de Tunis. Leur empire mettait en relation tous ces peuples de Méditerranée. C'est la première forme de mondialisation. Cet empire, c'est aussi celui des îles. On en compte plus de 15 000 en Méditerranée. Autant d'étapes pour les Phéniciens. Des îles arides, sauvages, isolées. Ou des archipels denses comme celui des Kornati, en Croatie, sur la côte dalmate. L'archipel des Kornati compte à lui seul plus de 140 îlots. Les chocs et les plissements de l'écorce terrestre ont fait surgir ces reliefs. La mer les a engloutis ensuite. Ces reliefs sont plissés parce que la Méditerranée est une région de volcans, une des plus actives de la planète. Et cette géologie a profondément marqué l'homme de Méditerranée. Stromboli,
dans les îles éoliennes, est une montagne de 900 mètres de haut. Le volcan projette toutes les heures des blocs de lave et de cendres. Ces projections l'empêchent d'exploser totalement. Comme souvent, le volcan est généreux. Sa lave est riche en minéraux. Elle fertilise la terre de Stromboli qui a toujours été habitée. Pour vivre ici, il faut accorder à la montagne le droit à la colère. Cette relation bizarre entre fascination et méfiance est aussi ancienne que l'homme de Méditerranée. Elle remonte à une vieille légende. « 60 volcans dont l'Etna en Sicile sont encore actifs en Méditerranée, entre l'Italie et la Grèce. Mais il en est un, en particulier, qui a changé le cours de l'histoire. C'est le Santorin, en Grèce, dans la mer Égée. On dirait une île, mais c'est un volcan. Un immense volcan dont on ne voit plus que la caldeira. C'est-à-dire ce qui reste de l'effondrement de son cratère sur lui-même. Son explosion eut lieu vers moins 1400. Sa violence fut telle qu'on lui attribua la disparition d'une civilisation entière, la civilisation des Minoans. Ils étaient grecs et très avancés pour leur époque. Ils disposaient de leur propre écriture, de leur agriculture et de leurs navires. Cette prodigieuse civilisation a disparu d'un coup, mystérieusement. Depuis, le volcan est assoupi et la légende est née. Elle raconte comment le monde naturel peut supprimer une civilisation humaine. Et cela sonne comme une mise en garde. L'homme grec sur le continent se mit à craindre le pouvoir des montagnes. Ces montagnes qui dominent la Grèce et dont le sommet culmine à 3000 mètres, au mont Olympe. C'était la demeure des dieux. Les Grecs avaient aussi imaginé que l'univers avait une source et que ce nombril du monde était situé à Delphes, au pied du mont Parnasse. Ils avaient édifié un temple à un dieu nommé Apollon, dieu de la lumière. Ce temple abritait un oracle, une femme au pouvoir surnaturel, qui s'appelait Pythie et communiquait avec les puissances occultes de la terre. Mais l'homme grec n'était pas seulement mystique. Il voulait comprendre. Il avait édifié partout des théâtres pour exprimer ses doutes et sa philosophie. C'était la révolution des pensées. L'homme s'affranchissait du berceau naturel qu'il avait vu naître. Les Grecs ont fini par découper leurs montagnes sacrées pour en faire des temples. De nos jours, l'Acropole, la ville haute d'Athènes, est le vestige le plus visité de cette expérience.
Mais que peuvent bien raconter des pierres d'une aventure mystique? Les dieux grecs s'appelaient Zeus, dieu suprême de l'Olympe, Poséidon, dieu de la mer, ou encore Athéna, déesse de la guerre. Ils étaient tous descendants d'une même divinité appelée Gaïa, la terre. Et en même temps, ces dieux étaient jaloux, querelleurs, généreux. Ces dieux étaient désormais à l'image de l'homme. C'étaient les débuts du principe d'humanité, devenu universel depuis. Le Parthénon domine toujours Athènes, capitale de la Grèce. Ce temple dédié à Athéna faisait aussi fonction de trésor. On y entreposait les richesses de la ville. Ce trésor aiderait bien les Grecs d'aujourd'hui, pris dans une crise financière sans précédent et luttant pour leur souveraineté. Étrange retour de l'histoire quand on se souvient que c'est ici, à Athènes, en moins 500, qu'est née la démocratie. Les Grecs étaient aussi de grands marins. L'emplacement de leur comptoir ne devait rien au hasard. Ils ont donné naissance aux grands ports de la Méditerranée actuelle. Mycène, Corinthe, Sparte, Marathon puis Athènes, mais aussi Millet, Rhodes et Phocée. Les cités d'origine de l'Empire grec ont donné naissance à Istanbul en Turquie, Marseille en France et Cyrène en Libye. La cité d'Alexandrie en Égypte, fondée en moins 300 par Alexandre le Grand, marque l'apogée de l'Empire grec. Puis, ce sera la chute. Un autre empire va bouleverser la Méditerranée. Rome. Rome est de nos jours une grande capitale d'Europe, avec 4 millions d'habitants. C'est le berceau historique des civilisations occidentales. Et tout avait commencé par la conquête d'un petit royaume en Italie du Nord. L'Italie du Nord, ce sont des côtes au relief marqué comme ici, en Ligurie. Dans la région des Cinque Terre, les villages sont même accrochés entre mer et montagne. À Manarola, les hommes vivent de pêche et de vignes depuis toujours. L'Italie du Nord, c'est aussi la Toscane. Ici, la terre est riche, et chaque colline porte un grenier ou un village fortifié. En Toscane, on cultive la vigne et le blé depuis 4000 ans. Les grands noms de vignobles sont désormais Chianti ou Montalcino. C'était le royaume des Étrusques, un peuple antique très cultivé, qui rayonnait sur l'Italie du Nord. La République de Rome a dévoré ce royaume.
La terre de Toscane est la première victoire d'une république sur une monarchie. Ensuite, Rome tirera sa force d'un ordre militaire hors du commun et d'une arme naturelle, le cristal de sel. Ce sel est extrait de la Méditerranée dans des salines comme celle d'Alexandrie, en Égypte. Il servait de monnaie à l'Antiquité. Mais Rome en a fait une ruse de guerre. Avec ce sel, les légions romaines pouvaient conserver leur nourriture pendant les interminables campagnes militaires. Les légionnaires étaient même payés en salaire, c'est-à-dire en mesure de sel. C'était le temps des conquêtes. L'autorité de Rome n'avait pas de limite. La Méditerranée fut rebaptisée. Elle ne serait plus la mer entre les terres, mais Mare Nostrum, notre mer, celle de l'Empire de Rome, au sens large, celle de l'homme. L'Afrique du Nord fut conquise. En Libye, les colossales ruines des cités de Sabrata et de Leptis Magna gardent la mémoire de ces termes, de ces théâtres, cirque et capitole. C'est l'apogée de l'art du pain et du cirque. Pour unir le peuple de Méditerranée, Rome le nourrit et le divertit pour ne pas qu'il se rebelle. Le cœur de l'Empire était dans les cités. Il faut franchir la porte de Timgad, en Algérie, pour comprendre la richesse de cet héritage. Ces rues et ces avenues à angle droit aux strictes proportions ne favorisaient pas seulement la circulation. Elles dessinaient un nouvel espace de vie des hommes, ensemble, où les maisons deviendraient des immeubles, des quartiers, des cités immenses. Rome avait inventé un nouvel art de vivre. Il a donné naissance aux mégapoles actuelles et à l'urbanisation moderne. De nos jours encore, à l'image de Gênes, en Italie, les villes du monde entier s'inspirent du modèle urbain de Rome. À chaque nouveau territoire, les Romains traçaient des routes, creusaient des ports et édifiaient des ponts pour unir l'Empire. Qui se souvient encore que c'est l'empereur romain Néron qui a imaginé le premier ce monumental canal de Corinthe en Grèce. Un par un, tous les empires précédents ont été intégrés. Étrusques, Grecs, Phéniciens, Égyptiens, peuples d'Europe. Chaque conquête devenait une province de l'Empire, reliée par une route à Rome. La Méditerranée fut soumise à un ordre impitoyable, la Pax Romana. À son apogée, en -27, l'Empire romain s'étendait de l'Angleterre à la Perse. La Méditerranée était enfin unie. C'était la première fois. Et ce serait la seule. Pendant ce temps-là, à l'Orient, une ultime étape se préparait. C'était le temps des religions du livre. Le temps de Jérusalem.
Aux confins de l'Empire romain, des nomades sémites, c'est-à-dire les hommes qui parlent une langue orientale, s'aventuraient au plus profond des actuels déserts de Wadi Rum, en Jordanie. Depuis 1000 ans, ils poussaient leur caravane au cœur de ce brasier minéral. Ils cheminaient en quête d'un royaume. Ces errants se nommaient eux-mêmes des Hébreux, ce qui veut dire « ceux qui passent ». Ils disaient venir d'Égypte, de Mésopotamie, et connaissaient les secrets du désert. Ces Hébreux contrôlaient les routes caravanières entre l'Égypte et la Mésopotamie. Ils avaient édifié des cités marchandes à chaque croisée des pistes. Au sud de la mer Morte, l'un de ces Hébreux, le roi d'Édom, avait même bâti une cité au creux du désert. C'était la plus somptueuse des villes marchandes. Elle se nommait Pétra. Il ne reste aujourd'hui de Pétra que son sanctuaire monumental, creusé à même la roche. Son architecture est en partie grecque. Elle témoigne des brassages religieux et culturels de cette ville marchande. Les Hébreux avaient-ils choisi d'adorer un dieu en particulier dans ce panthéon? Ou était-ce ce désert qui avait poussé ces Hébreux à une quête spirituelle? Ce long chemin à travers les épreuves a fini par leur forger une conviction. Il ne pouvait exister qu'un Dieu unique et universel, qui favorisait ou sacrifiait, pour des raisons connues de lui seul, les hommes dans leur diversité. Ainsi est né le judaïsme, première religion monothéiste de Méditerranée. Les Hébreux firent naître un royaume d'Israël dans la région antique de la Palestine. Ils édifièrent un temple dans une cité appelée Jérusalem. Cette cité fut décrétée lieu saint, lieu chargé de prières. Et elles allaient être plus nombreuses que prévu. Car deux autres religions monothéistes allaient voir le jour, faisant de cette ville sainte un lieu particulièrement agité en Méditerranée. L'homme d'Israël était érudit. Il avait écrit sur des rouleaux un testament qui allait se transmettre de génération en génération. Cette Bible hébraïque comprenait la Torah, qui définissait les croyances, l'histoire et l'identité de ses clans, ainsi qu'un ensemble de textes régissant sa vie. Ces commandements étaient des règles de conduite destinées à assurer l'unité et la cohésion du peuple errant en vue de sa survie. Et à partir de là, tout s'est compliqué. Un de ces Juifs, un prédicateur appelé Jésus, fut accusé de prêche illégale et condamné à mort par les Romains à Jérusalem.
L'exécution, par crucifixion, produisit un résultat inattendu. Le supplicié était revenu à la vie. C'était un miracle. Aux yeux de l'homme chrétien, ce miracle faisait de Jésus-Christ le Fils de Dieu, le Messie, envoyé aux hommes. Ses disciples allaient donc s'organiser pour se transmettre son histoire et ses enseignements, ce qui donna naissance à une seconde voie monothéiste, le christianisme, et un Nouveau Testament, la Sainte Bible. Puis, l'homme a connu une troisième révélation, 600 ans plus tard, celle du prophète Mahomet, qui a recueilli la parole de Dieu au cours de sa vie. Il l'a transmise à ses compagnons pour qu'ils consignent précieusement cet enseignement en sourate dans le grand livre du Coran. L'homme adresserait désormais ses prières tournées en direction de la Kaaba, située à La Mecque, lieu de naissance du prophète. Ce cube vide symbolisait le renoncement du croyant à l'adoration païenne. L'homme devenu musulman ouvrait la troisième voie monothéiste, celle de l'islam. Et avec ces trois religions issues d'un même Dieu, plus rien ne fut jamais pareil. Tout ça, c'est un peu nous, finalement. Cette histoire est notre histoire. On est un peu romain, grec, on est turc, arabe, égyptien avant d'être français ou marocain. On est juif aussi, chrétien et musulman. Cet héritage rayonne sur la planète entière. Mais à cette Méditerranée aujourd'hui, il reste quoi? Quand on la regarde, on la voit comme une famille divisée par son héritage. Colonisation, guerre, coup d'État. Son histoire est une suite de conflits. Et la religion divise. Juifs, chrétiens ou musulmans, les hommes se sont déchirés autour d'un Dieu unique. On barricade même la ville sainte, la ville des prières. Jérusalem est aujourd'hui coupée en deux par un mur. Cette barrière va bien au-delà de la ville sainte. Elle est longue de 730 km et sépare l'État d'Israël de la Cisjordanie. C'est officiellement une barrière de sécurité destinée à protéger les Israéliens des terroristes palestiniens. Mais en réalité, ce mur sépare les Juifs et les musulmans. Chaque religion se réclame de ses martyrs, des milliers d'innocents. La foi et la souffrance semblent liées. Les martyrs chrétiens ont donné leur nom aux églises et aux monastères, comme ici, en Grèce, dans la région des Météores.
Dans toute l'Espagne catholique, de Barcelone à Séville, on évoque le martyre du Christ sur sa croix. Les cérémonies de la Semaine Sainte commémorent sa résurrection. Pendant 8 jours, dédiés à la Passion du Christ, 60 confréries sortent en procession pour se rendre à la cathédrale. On porte le chapeau des pénitents, héritage du Moyen-Âge. C'est une célébration qui évoque la souffrance des croyants. Mais pourquoi donc doit-on souffrir de religion ? De l'Espagne chrétienne au Maroc musulman, il n'y a que 15 kilomètres. De chaque côté, on observe la rive d'en face à l'œil nu. Le détroit de Gibraltar ouvre un gouffre entre les religions. À Casablanca, au Maroc, ils sont des milliers chaque année pour les prières de fin de Ramadan, à la grande mosquée Hassan II. C'est une période de jeûne et d'observation de règles strictes de vie. Cette pénitence est un des 5 piliers de l'islam. Finalement, on prie un Dieu unique et universel, mais on prie dans des mondes différents. La rive sud est musulmane, à majorité sunnite. Elle observe la sunna, c'est-à-dire les actes et les paroles du prophète durant sa vie. La rive nord est chrétienne, à majorité catholique, sous l'autorité du pape de l'Église de Rome. Elle est aussi orthodoxe en Grèce, héritière des premières églises d'Orient. Le seul point de contact entre les rives est finalement Istanbul, en Turquie. Bitti molada Şabe'linin hurması, gitti molada ağlar, gözün sürmesin. Istanbul est ancrée sur les rives du Bosphore. C'est aujourd'hui la capitale économique de la Méditerranée. Ce détroit du Bosphore est un axe vital entre mer Noire et Méditerranée. Les ponts d'Istanbul unissent l'Europe à l'Extrême-Orient par la route du Kazakhstan, de la Mandchourie ou du Golfe Persique. Istanbul tire sa force de cette fameuse croisée des chemins. Depuis toujours, c'est la ville de tous les échanges en Méditerranée, qu'ils soient économiques ou religieux. À l'Antiquité, il y avait déjà, à ce même emplacement, une cité de Byzance, capitale grecque de la Thrace et florissante ville marchande. Cette Byzance était ensuite devenue Constantinople, plus riche ville d'Orient et première ville chrétienne de tout l'Empire romain. C'est ici, à Istanbul, qu'étaient nées les premières grandes églises de la chrétienté, dont il reste encore Sainte-Sophie, convertie depuis en mosquée, avant de devenir un musée. Enfin, Istanbul, son grand bazar et ses 4000 boutiques, a été ensuite le cœur battant de l'Empire turc ottoman. Un empire marchand et politique, dont l'influence courait de la Méditerranée orientale jusqu'aux frontières de l'Autriche et de la Hongrie.
Istanbul, ville mythique, à la croisée de tous les chemins. Aujourd'hui, la République turque se cherche une voie entre islam modéré et une laïcité qui figure dans sa constitution depuis l'époque d'Atatürk, en 1929. Aujourd'hui, Istanbul est aux portes de l'Union européenne. Ses rues portent les noms de toutes les villes d'Europe et les drapeaux de ces nations. Aujourd'hui, Istanbul est une ville cosmopolite de 13 millions d'habitants. Elle semble dire que les divisions religieuses ne sont pas une fatalité et que vivre ensemble, en Méditerranée, est possible. La civilisation est un peu comme l'eau qui serpente dans la lagune de Venise, en Italie. Elle cherche un chemin et, ce faisant, elle modifie le monde qui l'entoure. L'homme a su bâtir les cités raffinées d'Orient. Aujourd'hui, il ne sait plus très bien ce qu'il regarde. Un touriste sur 3 dans le monde vient en vacances en Méditerranée. Le temps d'une escale, d'une photographie. La démesure des navires de passage semble même écraser cette Venise subtile, héritière de Byzance et d'Italie. On vient en Méditerranée comme en pèlerinage. On vient chercher quelque chose qui n'est plus vraiment la Méditerranée finalement. En Croatie, sur les côtes de l'Adriatique, on interroge le passé prestigieux de Dubrovnik, qui fut autrefois république maritime de Raguse, ville insolente, qui faisait concurrence à Venise. La ville a été rasée par les bombardements pendant la guerre des Balkans. La reconstruction de Dubrovnik, financée en partie sur des fonds étrangers, en a fait une ville-musée. Désormais, en Croatie, on compte 2 fois plus de touristes que d'habitants pendant l'été. La Méditerranée est devenue un immense terrain de vacances. Mais a-t-elle le choix, après tout? Le tourisme est une ressource économique vitale sur les côtes d'Espagne et les zones littorales. Un tiers du tourisme mondial, cela représente 250 millions de visiteurs qu'il faut accueillir le temps de quelques mois. Des milliers de villes de vacances, 700 ports de plaisance, des kilomètres de plage. La Méditerranée est une station balnéaire, comme sur la Costa Brava, accumulant au passage les besoins en eau, en assainissement et les risques de pollution. Mais surtout, ce tourisme s'ajoute à une population locale déjà nombreuse, et la place commence à manquer. Les limites de la Méditerranée, on les perçoit déjà en Algérie. Le pays est immense, mais il est en partie inhabitable. Dès que l'on franchit les montagnes de l'Atlas, c'est le désert. Et personne ne peut vivre dans ce désert, si ce n'est autour de rares oasis, comme celle de Gardaïa.
Ces cités berbères, fondées par les Mozabites, sont les seuls îlots de vie dans un univers minéral qui gagne lentement du terrain sur la rive sud de la Méditerranée. En Algérie, au pied de l'Atlas, dans le massif des Aurès, l'eau est rare, la terre aride. Finalement, ces montagnes qui protégeaient les premiers humains encerclent ceux d'aujourd'hui. Alger est donc tournée vers la mer comme la plupart des grandes villes de Méditerranée. Cette ville incroyable était autrefois surnommée Alger la Blanche, du fait de sa fameuse Casbah et ses cascades de maisons blanchies à la chaux. Désormais, Alger mérite aussi le titre d'Alger la Grande, la ville la plus peuplée du Maghreb, avec 6 millions d'habitants. La population est jeune, un tiers a moins de 20 ans. L'expansion d'Alger est un défi pour l'éducation et la santé. C'est un défi aussi pour trouver du travail et un avenir à chacun. Allah ya Allah, ya Habib Allah, Allah ya Allah, Rasul Allah, Allah ya Allah, ya Habib Allah, Allah ya Allah, ya Rasul Allah, sallu ala al-Nabi, ashabu ashraq, Muhammadan ya al-Munawwar, ya Zin al-Bashraq. رانينا الحشم الله العلي يسلم دنيتي من النار الحمراء رانينا الحاش الله العلي يسلم دنيتي من النار الحمراء صلوا على النبي. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est 427 millions d'habitants qui vivent en majorité serrés dans des villes. Dans 10 ans, elle devrait dépasser les 500 millions. À ce rythme, la densité humaine de Méditerranée pourrait devenir la plus élevée de la planète dans les 30 ans. Partout, les villes poussent comme des champignons sur le littoral. On compte 580 zones urbaines. Alexandrie, en Égypte, c'est 4 millions d'habitants et 30 km de vue sur mer. Et la ville est un chantier. Le béton progresse encore. On a reconstruit la grande bibliothèque d'Alexandrie. Elle prend la suite de la prestigieuse bibliothèque antique, détruite par les Romains et dont les parchemins venaient par bateau. Sa façade est symboliquement tournée vers la mer, comme autrefois. De ses balcons, on voit la Méditerranée, source de tous les savoirs et de toutes les cultures. Mais aujourd'hui, quand on se tourne vers cette mer, il faut l'écouter avec son cœur. Cette mer est fragile. Dans le delta de l'Èbre en Espagne, l'homme ne vit plus. C'est une réserve naturelle de reproduction et de migration des flamants roses. En réalité, on ne préserve pas seulement cet endroit pour ses oiseaux. On le fait parce que la biodiversité de la Méditerranée est un vrai patrimoine.
Cette richesse naturelle a été favorisée par les îles. La Corse est même restée un de ces isolats où la vie est protégée. Dans les hauteurs de l'île, les forêts de pin à la Reach abritent encore plus de 200 espèces animales et végétales qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Plus haut, au creux des sommets, ce sont les podzines, les zones humides, tourbeuses, qui forment des écosystèmes uniques. Il existait 25 000 variétés de plantes de Méditerranée. Ce patrimoine naturel est une sorte d'assurance-vie pour les hommes. À mesure qu'il disparaît, les limites de leur espace de vie apparaissent plus claires. Le monde clos dans lequel vivent les hommes est fragile. Il se réduit chaque année. En moyenne, 600 000 hectares de forêt partent en fumée tous les ans, comme ici, en Grèce, dans le Péloponnèse. L'homme brûle sa propre terre par négligence ou par calcul pour son agriculture. Au plus chaud de l'été, lorsque l'air est sec depuis des semaines, tout prend flamme. Même les plantations d'oliviers. Cet olivier n'est pas seulement un arbre, c'est un symbole. Il supporte la sécheresse, mais pas le froid, ni les pluies intensives. Et il aime par-dessus tout le soleil. En réalité, cet arbre est même une sentinelle du climat. Là où l'olivier ne pousse plus, on n'est plus en Méditerranée. Il définit une frontière naturelle qui est parfois bien loin de celle des hommes, et même de plus en plus loin. Depuis quelques décennies, les oliviers poussent au nord et meurent de soif au sud. L'olivier apporte un message aux hommes. Il annonce le changement profond du climat, que l'on ne voit pas bien encore. Plus de 2 degrés de surchauffe sont prévus sur la région Méditerranée. Ce serait alors la région du monde la plus exposée au réchauffement climatique. Ces 2 petits degrés feront demain du Caire une mégapole brûlante. Mais surtout, la dérive du climat menace directement l'agriculture du pays. Le Nil ne parvient plus à nourrir ses 80 millions d'habitants. Chaque année, il faut faire venir 10 millions de tonnes de blé en Égypte, faisant de ce pays le premier importateur mondial de cette céréale. Le blé est pourtant né ici. Mais un Égyptien sur 4 ne survit que grâce à du blé venu d'ailleurs. En Europe du Sud, comme ici, en Grèce, l'industrie céréalière tourne encore à plein régime. C'est la course contre la montre. Il faut adapter les espèces à ce climat qui change, où les pluies se font rares et les sols fatigués. L'eau n'est pas seulement un enjeu agricole.
C'est un défi pour les États qui en manquent. 60% des pauvres en eau de la planète sont méditerranéens. Parmi eux, 20 millions de personnes n'ont même plus accès à l'eau potable. Israël et Jordanie sont déjà bien au-delà de leur capacité naturelle. On importe de l'eau des pays voisins, on dessale la mer et on pompe ce qui reste du fleuve Jourdain. En réalité, après la faim, c'est la soif qui se rapproche. La menace d'un manque d'eau est déjà aux portes de Tripoli, capitale de la Libye. Tripoli doit son nom à 3 cités de l'Empire romain qui formaient la région de la Tripolitaine. Aujourd'hui, c'est une agglomération de 2 millions d'habitants, d'origine arabe et berbère. La Libye sort de 40 ans de dictature. Une guerre civile a mis fin au règne de l'ex-homme fort du pays, le colonel Mouammar Kadhafi. Depuis, le pays se cherche un avenir malgré ses divisions. De façon symbolique, le grand marché de Tripoli a été déplacé. Il occupe désormais le quartier général de l'ancien dictateur. On y trouve tout, mais rien de ce qui se vend n'est produit en Libye. On importe le blé d'Europe, la viande des Émirats, les légumes de Tunisie. La terre ne nourrit plus, elle est devenue trop aride. Tripoli est cerné par le désert, cet immense désert de Libye, grand comme la France, l'Espagne et l'Italie réunies, où l'eau n'existe plus. L'eau, mais pas le pétrole. Le sous-sol de Libye recèle les plus importantes réserves de pétrole d'Afrique connues à ce jour. C'est un pétrole facile à extraire qui donne un brut de très grande qualité. Ce pétrole, cadeau des temps géologiques, a fait pousser les raffineries et des terminaux pétroliers au milieu de nulle part, comme celui de Ras El Hanouf, dans le golfe de Sirte. La température est telle qu'il faut sans cesse protéger les installations du soleil. Avec cette énergie est né un projet au-delà de toute limite. Trouver l'eau douce cachée dans le désert. Depuis 20 ans, des machines creusent sans relâche à la recherche de cette eau. Elles ont foré jusqu'à 500 mètres de profondeur, 1300 puits, enterré 4000 km de pipeline. C'est la plus grande rivière artificielle de toute l'histoire de l'humanité. Le plus grand des bassins contient 24 millions de mètres cubes d'eau. À peine de quoi tenir 3 jours de consommation. Sans compter qu'avec le soleil, l'évaporation est colossale. Cette eau est une eau fossile, accumulée par les sables du désert, goutte à goutte, à chacune des rares pluies, depuis la nuit des temps. L'épuisement de ces nappes fossiles est l'affaire de quelques années, mais on a soif. Alors on saigne ce grand désert de Libye de sa dernière eau.
Que restera-t-il après? La situation est critique. Dans les 15 années à venir, le besoin en eau des rives sud et est de la Méditerranée devrait augmenter de 400%. 4 fois besoin d'une eau qui est déjà rare. Les villes deviendront-elles des villes fantômes, comme celle de Libye? Car ici, l'homme a tenté de coloniser le désert. Par centaines, par milliers, des immeubles puis des villes entières étaient sortis des sables. Le seul site de New Benghazi employait 14 000 ouvriers, tous chinois. Ce sont les plus grandes villes fantômes de la planète. Elles ont été abandonnées à la chute de la dictature en Libye. De toutes les façons, elles étaient déjà condamnées par le manque d'eau. Souvent, les routes tracées dans les déserts sont droites. Rien ne vient perturber leur course. Elles sont un peu à l'image des civilisations de l'homme à travers le monde naturel. Rien ne les détourne, rien ne les arrête vraiment. Rien. Pas même la Méditerranée qui nous parle de demain, quand il fera trop chaud, quand il manquera d'eau et de ressources. Cette Méditerranée, berceau de nos existences, que personne n'écoute plus. Ces routes du désert sont en Libye. Elles conduisent toutes à la Méditerranée. Prendre ces routes est un peu plus qu'un symbole pour les candidats à l'émigration. Ils sont des dizaines de milliers chaque année. Ils remontent de toute l'Afrique subsaharienne, fuyant la soif, la famine, les conflits, la pauvreté. Ces gens-là cherchent l'avenir en Méditerranée. À leurs yeux, cette mer est toujours une croisée de chemins où la vie prend une autre direction. Ces hommes, ces femmes, ces enfants n'ont souvent aucun bagage. Ce qu'ils emportent avec eux, c'est un immense espoir qui s'appelle Méditerranée. Saura-t-on leur laisser une place dans cette Méditerranée qui avait accueilli l'homme au premier jour de son histoire? Rien n'est moins sûr. « 27 000 ans après les premiers hommes de la grotte Cosquer, la Méditerranée a changé, et la nature de l'homme a changé bien plus encore. À la préhistoire, il n'y avait qu'une poignée d'humains dans cette région. Aujourd'hui, la ville de Marseille compte près de 2 millions d'habitants. La ville est dense, encombrée. Elle bouillonne de vie. La ville, Marseille, est juive et chrétienne. Elle est aussi largement musulmane. Depuis sa fondation, Marseille est une ville de migrants. Ils sont grecs, turcs, italiens, arméniens, espagnols et, bien entendu, algériens, depuis la fin des colonies françaises en Algérie. Ces migrants partagent une histoire commune et une terre qui ne l'est pas moins. À Marseille, comme à Barcelone, Alger, Naples, Athènes, Tunis, Istanbul, Beyrouth ou le Caire,
ce brassage des populations et des cultures existe depuis des milliers d'années. C'est bien ici en Méditerranée que les hommes ont appris les premiers à vivre ensemble. Et si l'on prend un peu plus de hauteur encore, l'expérience de cette Méditerranée paraît chaque jour plus applicable au reste du monde. À cette planète des hommes qui subit aussi la pression du climat, ou connaît déjà le manque de ressources. Une planète à l'avenir incertain, où les frictions se multiplient et les frontières se dressent. Et où, plus que jamais, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et si, bien au contraire, la Méditerranée nous racontait déjà une histoire pour demain.